Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ava JDR, la chaîne où l'aventure commence. Avant de vous laisser à cette nouvelle aventure justement, quelques petites choses. La toute première concerne celles et ceux qui nous ont rejoints très récemment. Déjà, mille merci et bienvenue. Et je voulais vous dire que pour profiter de cette nouvelle saison de La Haut Indien, cette aventure, vous n'avez pas besoin d'avoir vu, entendu ou écouté nos précédentes aventures, nos précédentes saisons. Tout vous sera expliqué, tout vous sera raconté pour que vous profitiez comme toutes celles et ceux qui nous suivent depuis le départ. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième information, elle concerne les prochaines vidéos là, qui vont venir. J'ai eu quelques petits soucis techniques, vous verrez de temps en temps l'image saccade, le son est parfait, donc pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, il n'y aura aucun problème. Je tenais à m'excuser, j'ai eu un problème d'ordinateur et j'ai dû changer de matériel. Du coup, promis pour la prochaine session, on trouve une solution. Enfin, avant de vous laisser, sachez que toutes nos aventures, toutes les règles de préquel du jeu de rôle que j'ai créé sont disponibles en contrepartie sur la page Tipeee. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Alors, de mémoire, Alexandre, Morgane, Mathieu, Romain, Kevin. J'en oublie peut-être, mais merci infiniment. Ça me touche énormément que des inconnus aient acheté mes livres pour les lire et peut-être faire jouer leurs amis. En tout cas, bonne aventure à toutes et à tous. Encore merci pour votre soutien et que l'aventure commence. À très bientôt. Le ciel de l'Est gronde, hurle, se tord et se cambre comme un cheval fou. Ce n'est pas le tonnerre, ce ne sont pas les foudres du temps, c'est l'œuvre d'un diable. Et ce diable a gorgé les cieux et le royaume des dieux d'une colère opaque et monstrueuse. Des nuages rouges comme le sang vomissent des larmes sanguines sur le monde. D'autres encore, faits de braise et de feu, dégueulent des cendres et des éclats ardents sur l'Est. Un cheval passe au galop, manquant le vide de justesse. Il cavale à toute allure, soulève le manteau de cendres et de roches fumantes sous ses sabots. Une fumée opaque et glaciale s'évade de ses naseaux, et ses yeux sont injectés de sang, car son cœur bat la chamade de toutes les peurs du monde. Nous reconnaissons son cavalier. Il s'agit de Tiberias, l'un de nos héros. N'ayez crainte si vous ne connaissez pas encore son histoire, car celle-ci vous sera contée dans cette aventure. L'homme tient les rênes de son canasson, esquive maintenant les branches embrasées d'un arbre, saute au-dessus d'un ravin et maintient la course de son cheval à travers les chemins sinueux de la montagne. Il se retourne, il a peur. Des monstres le poursuivent. Des monstres nouveaux, loin des ignobles créatures que l'Est habitua à créer, à rêver, à cauchemarder. Ceux-là sont les monstres de l'âme, accrochés à vos peurs par les fils fragiles des rêves. Ils portent des masques d'or, ils portent des vêtements d'ocre et des armes tranchantes, et chevauchent des chevaux de sable qui semblent être portés par le vent glacial des montagnes. Ils portent le manteau de la mort, oui. Ils sont en train de le rattraper. Allez, Tiberias, allez! Un autre ravin, aucune issue, pas le choix. Saute, canasson! Le cheval se rattrape de justesse, éclatant son sabot arrière et poussant un hennissement de douleur. La course se poursuit. Où sont-ils? Les a-t-il semés? Nous n'avons, depuis le début de nos aventures, jamais vu un Tiberias aussi apeuré. Est-ce l'adrénaline de la course ou est-ce une peur plus profonde de ceux qui le menacent et le poursuivent depuis maintenant des mois? Tiberias, tu tiens les rênes de canasson. Il y a un immense ravin à ta droite, un immense précipice. Nous sommes dans les montagnes de l'Est, les montagnes gigantesques de Transylvanie. Et tu réentends les cavaliers, des soldats masqués que tu connais bien. Pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle saison, ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer. Vous pouvez, si vous le voulez, je vous le mets en fiche, retrouver la saison 1 de La Haut Indien, mais si vous n'avez pas le temps, installez-vous confortablement. Nous allons tout vous raconter. Un des hommes masqués est dos dessus, à une dizaine de mètres au-dessus de toi. Il dégaine un sabre. Quand il dégaine son sabre, on voit une magie faite de sable, étincelante, qui illumine la nuit permanente de la Transylvanie. Il te pointe du doigt. Canasson se cambre et hennit. Que fais-tu? Tu me dis qu'il est à 10 mètres au-dessus de moi, là. Ouais, en On est fait, d'accord. on est vraiment sur des petits chemins escarpés de montagne. La seule verdure que l'on a, ce sont des arbres calcinés, sinon ce sont des roches fumantes. Que fais-tu? Hmm. Donc il est sur un chemin qui est au-dessus de moi, on est Ouais, c'est d'accord? ça, exactement.
est-ce que le chemin me paraît solide, friable ou Tout un peu ici, fragile? ouais, tout ici est fragilisé par les tempêtes. Le ciel au-dessus de nous est embrasé. On en reparlera, mais il est fait de cendres et de feu. Quelque chose d'horrible s'est passé en Transylvanie et fait que sa terre brûlante est devenue friable, dangereuse, particulièrement à cheval. Mhm. Je voudrais essayer du coup de profiter de cette friabilité pour essayer de provoquer un glissement de terrain ou un Ouais. effondrement. Ouais. Peut-être. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Peut-être en utilisant un pouvoir? Tu peux utiliser un pouvoir, bien Peut-être sûr. avec un faisceau de lumière ou quelque chose comme ça qui pourrait être à distance. C'est pas un Carrément. rayon laser non plus, mais En fait, peut-être qu'avec un rayon de lumière. C'est enneigé, on est d'accord là. c'est enneigé et en même temps recouvert de cendres également. Il y a tout qui se mélange un petit peu. La neige est en train de fondre parce que l'atmosphère est en train de se réchauffer. Mais on a vu Canasson se cambrer. Et Tiberias, tiens, quelque chose a changé sur Tiberias. Nous ne l'avions pas vu encore. Son œil gauche est devenu blanc comme les neiges et il porte une immense cicatrice sur son visage. Ses yeux se gorgent d'une lumière étincelante et de son bras jaillit comme un éclair de lumière qui vient frapper la roche. Le cheval de sable qui commence à glisser, Canasson qui reprend sa route et qui galope à toute vitesse. À toute berzingue, c'est le premier de la saison. À toute berzingue à travers les routes de transylvaniennes escarpées de Transylvanie. Pendant quelques secondes, Tiberias, tu as l'impression d'avoir réussi à semer ceux qui te pourchassent. Quand, à ta droite, volant au-dessus du vide, avec son cheval qui, contrairement à l'image, est entièrement fait de poussière de sable. Le cavalier est en train de galoper dans le vide. Enfin, le cheval, pardon, et le cavalier tend sa main. Son masque d'or reflète la lumière rougeâtre du ciel, et en tendant sa main, commence à réciter des choses. Et on aperçoit la vitalité de Tiberias. Une énergie bleutée cristalline, commençait à partir. Notre ami Canasson, lié d'un amour exceptionnel avec son cavalier, se met à accélérer. Accélérer encore, il passe un ravin, il saute par-dessus. Un immense précipice s'avance au loin, nous l'apercevons enfin, Tiberias. Ta destination, le château de Noltar. Le château des Alpstein, au sommet d'une immense colline. Le ciel devient de plus en plus rouge et ce gris se mélangent pour faire un pourpre merveilleux. Des éclairs commencent maintenant à frapper le ciel. Et la pluie, ou une neige fondue, commence à s'entremêler. Commence à gorger tes cheveux d'une pluie froide. Et en avançant sur le chemin, tu aperçois que derrière toi, alors que tu commences à apercevoir les immenses grilles du château, 5 cavaliers, sur leurs chevaux de sable, s'apprêtent à te rattraper. C'est alors que depuis les ténèbres, une ombre opaque au-dessus du château de Alpstein, des dizaines de Heuler, des créatures fantomatiques, couverts d'un linceul blanc déchiré, descendent du ciel pour s'abattre sur tes ennemis en hurlant tels des banshees, un cri si strident qu'ils vont faire disparaître tes ennemis en poussière. Canasson se cambre, il est apeuré. Du sang coule de tes oreilles, tes tympans sont prêts à exploser. Mais une fois le travail accompli, les hurleurs, tels des fantômes, des esprits endormis, regagnent en silence l'obscurité de la nuit. Et l'immense portail de fer s'ouvre enfin. Générique.
Bienvenue à tous, merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour cette ultime saison de préquel et cette ultime saison de Là où va l'Indien. Comme je le disais en introduction, vous n'êtes pas obligés d'avoir lu, écouté, vu nos épisodes, nos saisons précédentes pour profiter de celle-ci. Tout vous sera raconté, tout vous sera exposé, expliqué pour que vous passiez un moment exceptionnel à nos côtés sans pour autant connaître nos règles, ni même l'univers de notre jeu. Pour cette seconde aventure de l'envoi indien, j'ai l'honneur d'être avec Lino, qui incarnera Tiberias. Salut Lino, j'espère que tu vas bien. Hello. Es-tu prêt pour vivre cette Ça va. saison? Bien sûr, toujours prêt. Nous sommes aussi accompagnés de Kevin, qui incarnera Anna. Kevin, comment tu te sens pour le début de ces aventures? Bon, comme jamais. Comme jamais. Parfait, et puis vous l'avez reconnu bien sûr dans ses beaux habits. Il s'est mis sur son 31, c'est Adrien qui incarnera le rôle de Noltar, notre vampire amoureux. Comment tu vas, Adrien? Super hype. Eh bah parfait, alors si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir commencer les amis. Et nous nous retrouvons quelques secondes après. Canasson est en train de gravir le petit chemin qui mène à la cour et au jardin du château de Alpstein. Son cavalier sur le dos épuisé par cette nouvelle aventure. Par cette nouvelle mésaventure. Tiberias, tu arrives après quelques minutes sous une pluie battante et glaciale au niveau des grands jardins. C'est un jardin fait de centaines de rosiers magnifiques, enfin qu'il l'était, nous en reparlerons. Et au milieu de ce jardin, au pied de cette bâtisse gothique magnifique, il y a un homme que tu as rencontré il y a quelques jours déjà, l'intendant de la maison des Alpstein, qui est en train de s'occuper des roses. Son visage est pâle et meurtri. Il fut un jour mort et ramené à la vie par le maître du château. Cet homme que nous avons devant nous, jadis avait servi le père et le grand-père du maître de Alpstein. Alors sa peau est rugueuse et abîmée. Il a le regard d'un pourpre magnifique et magique. Une sensibilité exceptionnelle, celle sans doute que l'on retrouve que chez les morts. Et tandis qu'il cueille une rose noire, il se tourne vers toi et plonge son regard terrifiant dans tes yeux, Tiberias. Maître Tiberias, il était moins une. Entrez, entrez, les montagnes ravalent les âmes. Ne les laissez pas vous emporter, maître Tiberias. Et l'orage gronde et zèbre le ciel. Que fais-tu, Tiberias? Je vais descendre de ma monture, de Canasson. Ouais. Et puis je vais le mener par les rênes, Ouais, en marchant tranquillement et en me dirigeant vers les écuries. Je suppose qu'il y a des écuries. bien sûr. Bam. Ou au moins un endroit où je laisse Canasson habituellement. Mais... Bien sûr. Évidemment, Canasson est épuisé par la course. Ses sabots sont abîmés d'ailleurs. Très vite, l'intendant te rejoint pour t'aider à ramener Canasson à l'écurie. Et tout en t'aidant à amener Canasson à l'écurie, il va te dire: ne prêtez pas attention au jardin, maître Tiberias, et que Canasson ne goûte pas à ses fruits, encore moins ses roses. Une maladie les condamne à la nuit, et le pauvre Tzolga ne trouve ni ne connaît le remède aux maux des roses. Tzolga, c'est le nom de l'intendant. Tu le sais, tu l'as rencontré il y a quelque temps. Et enfin, Canasson peut retrouver sa demeure et se reposer. Un repos bien mérité. On est à quelques mètres seulement de la grande porte d'entrée du château de Alpstein. Je vais Je demande cueillir- aussi à ce qu'on Pardon, vas-y, s'en dis-moi. occupe de lui, quoi. Ouais, bien sûr. Qu'on lui passe les sabots, qu'on lui donne à manger de la vraie nourriture, Ce sera fait, maître qu'on le lave Tiberias. peut-être un petit peu, enfin, qu'on le bichonne. Merci. Canasson a été bien courageux, comme toujours. Je vais cueillir un bouquet de ces roses pour Dame Eva. Et si ces roses carmin du sang du jour, des mots d'amour sont les dernières du grand jardin, alors elles auront au moins le bonheur de combler le cœur d'une grande dame. Mettez-vous à l'abri, maître Tiberias. Ils vous attendent tous à l'intérieur. Que fais-tu?
Bah écoute, je vais rentrer simplement par la porte Ouais, principale du manoir, bien sûr. La me mettre porte, au chaud. la porte est immense, elle est en bois. Elle est gigantesque et grince dans un claquement quand tu l'ouvres et laisse apparaître l'immense demeure des Alpstein. Plus qu'un manoir, un château, je dirais, vu sa grandeur, vu sa beauté. À l'intérieur, des cheminées, plusieurs cheminées, sont constamment allumées pour réchauffer les corps et les cœurs en ces temps difficiles. Il n'y a pas un bruit pour l'instant. L'entrée donne sur un hall gigantesque et un escalier en bois magnifique, bien que couvert de poussière. Que fais-tu ? Je vais m'approcher d'une des cheminées, la plus grande, Ouais, éventuellement. Essayer de trouver un fauteuil ou une chaise ou peu importe. Et sécher un peu mes vêtements, sécher mes cheveux, etc. pour pas être bien sûr, malade et puis prendre un peu de temps pour récupérer, reprendre mon souffle et récupérer un peu de mes péripéties, bien toujours en sûr. repensant à ces espèces de sbires qui me suivent depuis des années. Enfin, des années, oui, si, quasiment Oui, oui, maintenant. oui, c'est ça. Pendant que tu te réchauffes enfin autour du feu de cette cheminée, nous apercevons dehors les éclairs qui, de leur lumière, de leur flash lumineux, illuminent les statues, les gargouilles, les grandes peintures de la famille de Noltar, des Alpstein, mais également les tentures magnifiques, les tapis, les vitraux. Il y a une ambiance particulière ici. Et d'ailleurs, très vite, tu entends quelqu'un avancer vers toi. Et la silhouette se dessine grâce à la cheminée. C'est un bossu, un homme courbé, assez âgé, quarantaine d'années. Il a beaucoup de mal à se déplacer et grogne à moitié à force de souffrir de son dos. Il s'avance vers toi et dit Maître Tiberias, vous êtes vivant. Oui. Nous étions tous bien inquiets. Me voilà revenu. Soyez rassurés. Ce ne fut Ah, pas facile. j'ai prié toutes les nuits que le Dieu du ciel fait, en espérant que vous rentriez vivant. J'ai hâte de retrouver Canasson. Je m'en occuperai bien, Tiberias. Maître Tiberias. Je m'en occuperai Je bien. compte sur vous. Tu vois qu'il agite une immense clé en or. Je vais d'abord aller nourrir mes tourterelles, maître Tiberias. Allez-y dans le grand salon. Ils vous attendent tous. Ils discutaient de choses bien tristes et bien noires. Bien trop pour Victor Graunhagen. C'est le nom de cet homme, qui est un peu le concierge du château. Bien trop sombre et compliqué. Vous savez, je ne comprends pas toujours les histoires que le maître de maison raconte. Son langage est trop soutenu. Sa philosophie bien trop appliquée. J'ai du mal à le suivre parfois, vous savez. Oh, je peux que comprendre, hein. Même moi, il m'est parfois difficile de les suivre. C'est pour ça que vous Je vais êtes les mon rejoindre au préféré. plus vite. Oui, allez-y. Je demanderai qu'on vous fasse Je prends un peu de venir un temps d'abord ragoût. avant vous. Je vous fais parvenir un ragoût de lapin, maître Tiberias. Oh oui. Et puis Très bien, parfait. il commence à s'en aller, puis tout en avançant, il grogne. Oh, ce foutu dos. Et ce temps n'arrange pas ni mes douleurs, ni mon arthrite. Que fais-tu ? Bah écoute, je vais prendre juste quelques minutes de plus. Je vais pas forcément trop me presser non plus pour y aller, mais je vais y aller. Juste, je prends un peu le temps de souffler, de récupérer Ouais, aussi, de bien sûr. reprendre un peu mes esprits, me préparer à tout ça. Et j'apprécie de plus en plus maintenant d'avoir des petits moments, un peu de Oui, solitude par-ci par-là, avant de replonger dedans. tout à fait. Disons que j'ai besoin de me recentrer un petit peu à chaque fois. Ça devient un petit peu difficile là, d'être toujours pourchassé, de pas avoir vraiment un seul moment de repos. J'imagine. Donc je profite un peu de ces instants-là, surtout sachant qu'il n'y a personne autour pour ouais, souffler un petit peu, enfin Ouais, histoire de 4-5 minutes quoi, avant ouais. de rejoindre le grand salon. Quand tu rejoins le grand salon, bien sûr, la grande cheminée est allumée.
Il y a une immense bibliothèque dans ce grand salon et des beaux fauteuils en velours et en bois de chêne. Une grande table et plusieurs personnes. Avant de savoir quel genre de discussion tu vas interrompre, la première personne qui se trouve ici, et qui est quand même d'une importance certaine puisque il est le maître de maison, c'est Noltar. Noltar, Adrien, est-ce que tu peux nous décrire ton personnage pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent? À quoi Noltar ressemble en quelques mots? Il a l'air humain, Ouais. mais très pâle, très très pâle. Avec des habits assez riches. Ouais. Et chose inhabituelle pour lui, il est à visage découvert. Ah, Précédemment, il avait plutôt tendance à se cacher. c'est vrai. Il avait précédemment une apparence plus monstrueuse, mais là, il a l'air plus humain, plus normal qu'il ne l'a été. C'est vrai. C'est noté, Adrien. À côté de lui se trouve aussi un personnage d'une importance capitale pour nos aventures. Il s'agit du personnage interprété par Kevin, le personnage d'Anna, qui est à la droite de Noltar, appuyé contre une table où on voit d'ailleurs sur cette table il y a beaucoup de livres, beaucoup de parchemins et une grande carte. Kevin, est-ce que tu peux nous décrire Anna en quelques mots, s'il te plaît? Oui, il s'agit d'une jeune femme qui paraît avoir entre 20 et 25 ans, une taille moyenne. Elle est habillée avec un uniforme qui fait immédiatement penser à un officier de la marine. Blanc. Blanc avec différents écussons dont on parlera peut-être plus tard. Elle a de longs cheveux noirs coiffés en natte. Un tricorne sur la tête, et derrière elle on aperçoit un loup d'une taille assez imposante. En effet, un énorme loup, qu'on pourrait considérer, oui, de 2 ou 3 fois la taille d'un loup qu'on connaît nous de notre monde, en effet. Merci Kevin. Avant de demander à Tiberias une description, la dernière personne qui se trouve dans cette salle est une personne au charisme exceptionnel, avec une couronne au sommet de ses cheveux noirs, corbeaux. Une couronne noire aux reflets pourpre et violet. Il s'agit d'Eva, la femme adorée de Noltar, car ces deux-là, nous aurons le temps d'en reparler, s'aiment d'un amour qui dure depuis maintenant si longtemps. Et ils se sont enfin retrouvés. Sa peau est d'une blancheur exceptionnelle, blanche comme la neige. Ses yeux illuminés par une magie, une aura violette. Et elle porte une grande robe, une magnifique robe de velours et de soie, tout aussi pourpre. Tiberias, Lino, peux-tu nous dire à quoi ton personnage ressemble en quelques mots? Et puis nous reprendrons là où nous sommes arrêtés, c'est-à-dire que nous avons sans doute interrompu une discussion. Tiberias, à quoi tu ressembles? Eh bien, Tiberias, lui, maintenant, a un âge apparent de presque 60 ans, si ce n'est plus. Ouais, Il a les cheveux qui commencent à grisonner très franchement, à blanchir un petit peu. Sa barbe est un peu moins bien travaillée que par le passé. Un peu plus sauvage, un peu plus négligée. Et surtout, ce qu'on ne peut s'empêcher de remarquer, c'est une immense cicatrice sur son œil droit. Ouais. Œil droit, c'est ça. Et œil droit qui est devenu comme recouvert d'un voile blanc et qui est totalement blanc en fait. On ne sait pas si il peut encore voir avec ou non. Et sinon, il a toujours sa carrure aussi imposante. Ça ne change pas. Malgré le poids des années qui se fait toujours sentir. Il reste bien en forme, bien trapu. Son visage a forci encore. Il est un peu plus charnu que par le passé. Et il est vêtu d'une tenue encore plus simple que dans les saisons précédentes, mis à part donc la saison 1 de Là où va l'Indien, où c'est un peu la même tenue, donc une armure légère en cuir matelassé, une cape bleue, très peu de pièces d'armure,
Juste quelques gantelets et une épée. Il n'a plus son bouclier, donc, qu'il avait avant. Mhm. Et puis voilà. C'est noté. Merci Lino. Les garçons, Kevin et Adrien, est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de discussion vous aviez avant que Tiberias n'arrive et quelle sera votre réaction, bien sûr, en voyant revenir Tiberias après plus de 24 heures d'absence? Moi, j'avais commencé à aborder le sujet de la situation pour les royaumes de l'Est et les Ouais. royaumes en cours de libération qui étaient sous domination de Nebenmer. Très bien. Donc ça parlait très sérieusement de conflits et de problèmes politiques, c'est noté. Ouais, Adrien, tu voulais dire quelque chose? Non, pas particulièrement. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Ça marche quand vous êtes soudainement interrompu par l'arrivée discrète et silencieuse de Tiberias. Eva pousse un soupir de soulagement immédiatement en voyant Tiberias. Chaque sortie dans ce monde de ténèbres est une confrontation avec la mort directe, particulièrement pour Tiberias. Et puis en plus de ça, vous le savez, Tiberias revient d'une mission qui était importante, récupérer un artefact qui vous permettrait de déchiffrer les pages d'un grimoire que Noltar a trouvé, et surtout confirmer une théorie sur un objet que vous recherchez depuis maintenant des semaines, une clé. Une clé qui pourrait refermer la porte des enfers qui a été ouverte dans les montagnes transylvaniennes, plus précisément dans le volcan de Volinia, et qui déverse sur le monde des hordes de démons maléfiques, sanguinaires. Alors tout ça n'est pas rien. Je vous laisse interagir. Lino, tu viens d'arriver dans la pièce. Eva a couru vers toi, t'enlace, te reprend par les épaules et te laisse t'avancer vers Anna et Noltar. Que faites-vous? Ouais, je fais un signe de tête à Eva après l'avoir enlacé à mon tour. Ouais. Je vais juste lui dire, je vais bien, je vais bien. Je suis là, je suis de retour. Je suis très Oui, je soulagé vais que commencer tu sois revenu, Tiberias. L'orage s'est intensifié dehors et j'avais peur que la tempête des cieux n'ait fini par ravager l'entièreté de l'est de la Transylvanie. Je fais une pause importante pour les gens qui nous regardent. La Transylvanie, le royaume, on aura bien le temps de vous montrer, de vous expliquer tout ça, mais la Transylvanie, le royaume dans lequel nous nous trouvons actuellement, est vraiment coupé en deux. Nous sommes à l'est de la Transylvanie. Tout l'ouest du royaume est ravagé, dominé par les démons, par les hordes qui ont tout saccagé, tout détruit. Noltar, Anna, si vous voulez faire quelque chose, je crois qu'Anna voulait dire quelque chose. Alors moi déjà j'emboîte en fait derrière Ouais. derrière Eva et je fais grosso modo la même chose. Ouais, J'arrive Tiberias, puis je l'enlace rapidement quoi. ça marche. Et je laisse la place à Anna qui s'approche. Ouais, moi je me mets. Tu sais, je passe juste à côté de Tiberias, je lui pose la main sur l'épaule et je fais. J'imagine que ça va recommencer, n'est-ce pas? Il t'a encore suivi? C'est de pire en pire. Il me lâche plus. Je n'ai que très peu de répit. Mais bon. Contente de savoir que tu t'en es sorti. Oh, oui. La Transylvanie pourrait disparaître de la carte que je serai encore là. Ne t'inquiète pas, vacances. C'est bien vrai ça. Quand tu dis ça, Anna, c'est vrai qu'Anna avait sa grande perspicacité avait remarqué ce regard changé chez Tiberias, ce regard au-delà de sa blessure, un regard de peur, fatigue aussi. Et au moment où tu dis ça, Anna, le loup de ton loup, qui s'appelle Mag, je le dis pour les gens qui nous regardent, Mag, qui est un énorme loup, qui d'habitude est très peu démonstratif quand il s'agit des autres, quand il s'agit de quelqu'un d'autre qu'Anna, qui est plutôt même sauvage, voire bon, un peu plus que sauvage. Avec Il est Tiberias, sauvage. comme beaucoup d'animaux avec Tiberias d'ailleurs, il s'approche de toi, Lino, penche légèrement sa tête pour frotter sa tête contre toi, et puis repart se coucher au niveau de la cheminée maintenant qu'il sait que
l'inconnu qui l'avait repéré quand il a entendu la porte s'ouvrir n'était que toi. Il est rassuré et se couche au niveau de la cheminée. Eva reprend en s'avançant vers la grande table et en posant ses mains sur un grimoire. Un grimoire magnifique en cuir, entièrement sculpté, gravé par d'un langage très ancien, la première langue des Kainites. Et elle reprend en disant: est-ce que tu as trouvé l'objet, Tiberias? Je l'ai, oui. Je l'ai. Et je sors de ma besace. Ok. Il s'agit d'une sorte de miroir ou de loupe. Un objet magique qui était entreposé dans la bibliothèque de Cracovie à quelques heures de voyage d'ici. Et elle permet de déchiffrer les langues anciennes, telles que l'ancien kainite ou la langue noire. Que faites-vous? Au moment où Eva a dit ça, et que Tiberias a confirmé, les éclairs c'est peut-être une impression, ont semblé redoubler dehors. Quelque chose... Non, c'était une impression. Mais c'était comme si quelque chose s'éveillait dans les cieux, mais vous êtes tous fatigués, c'est normal. C'est rien du tout. Que faites-vous? Moi, je me rapproche pour examiner l'artefact. Très bien. Pendant que je décris la scène, je copier-coller quelque chose dans le chat, Noltar. Si tu veux, quand je te dirai, quand tu auras ouvert le grimoire, si tu veux lire ce que tu auras déchiffré aux gens qui nous écoutent. Mais tout d'abord, quand tu ouvres le grimoire en tenant l'artefact, nous apercevons de très légères étincelles violettes. Une aura scintillée autour du grimoire. Noltar qui le feuillete parce qu'il le connaît, ce grimoire. Vous n'êtes pas en train de chercher quelque chose, une découverte particulière. Ce que vous cherchez, c'est une confirmation. Noltar et Eva sont presque sûrs de savoir où se trouve la clé depuis des semaines. Mais ils avaient besoin d'une confirmation parce que, comme je le disais, sortir dehors, c'est se confronter directement avec la mort. Et voilà qu'à bout de quelques secondes à feuilleter le livre, Noltar s'arrête devant une page. Elles sont terrifiantes, ces pages. Dans un langage qui semble runique. Des illustrations monstrueusement terrifiantes et belles à la fois. De volcans, de démons, de feu. Noltar, est-ce que tu peux nous lire ce que l'artefact va te permettre de traduire? Alors j'éclaircis ma gorge, puis je commence. Il était une fois, au cœur du volcan le plus haut et le plus dangereux du monde, une porte noire qui fut forgée. Pas une arche, pas un passage. Nous disons ici une porte. Mais une porte dont seule l'âme peut franchir le seuil, car cette porte est de toutes les noirceurs du monde, et elle déchire et dévore la chair de ceux qui la passent. Oui. Il était une fois une porte, au cœur du volcan de Volinia, qui fut forgée par le feu et pour le feu, par la colère et pour le sang. Oui, c'est ainsi que la volonté de la 9e porte fut scellée. La 9e et dernière porte qui mène au sombre monde. Elle déversera, à la toute fin des temps, la cruelle de la sombre et de son fils dans 1000 guerres et 1000 infamies. Mais à l'aube des temps, dans leur première guerre, le dieu Nadir confia la clé de la 9e à ses fidèles, qui dans le secret prépareraient sa venue. Puisqu'aucun dieu dans les royaumes des cieux n'est exempt de la volonté de dominer ses frères et ses sœurs, les créatures et les enfants d'Erdre. La clé fut cachée et vénérée comme une relique du Père des secrets dans la plus simple des maisons de Dieu. Un abri de pierre et de terre dans le plus ordinaire village de l'Est. Le maître des énigmes sait si bien comme les choses qui doivent rester cachées
doivent être exposés aux yeux de tous pour disparaître de leur esprit. Mais gare à ceux qui condamneraient la 9e, car en cela, ils devront sacrifier la pureté d'une âme. Rien ne se ferme sur l'Ombra sans que sa reine n'en retire le moindre intérêt. Gare à ceux qui condamneraient le passage des flammes, car la 9e est gardée par l'œil de braise et de sang du dieu de la guerre lui-même. Et nul ne peut échapper à son intérêt dévorant. Merci Adrien pour cette lecture. Au moment où tu finis ta lecture, Eva se penche à la fenêtre pour la refermer. Car l'orage s'est intensifié. Soupire et en fermant les rideaux de soie et de velours, se tourne vers toi Noltar, a fait un hochement de tête comme pour affirmer quelque chose et dit « Alors nous avions raison, mon amour. La clé se trouve bien au village de Dreskova, à l'abbaye des orphelins. Maintenant tout est prêt. Que faites-vous ? » Moi, je pousse un long soupir aussi, tu sais, en Ouais. m'appuyant contre la cheminée. Ouais. Allez, une nouvelle fois encore, c'est très réjouissant. Moi, je lance un ricanement rauque avant de m'asseoir également. Et oui, comme toujours, il semblerait que le destin nous pourchasse. Eva, Bon, ce... pardon, vas-y Anna, excuse-moi. Oh, vas-y, termine. Eva se déplie juste une des cartes de Transylvanie, pointe son doigt le château qui se trouve, pour ceux qui nous regardent, juste ici, soit pour ceux qui nous écoutent en podcast au nord-est de la Transylvanie, puis pointe du doigt l'emplacement du village qu'elle a évoqué, c'est-à-dire le village de Dreskova. Avec les intempéries, je pense que vous en avez au moins pour 3 jours de voyage. Vous allez devoir traverser les plaines. Vous savez ce que ça veut dire. Vous allez être exposé à tous les dangers de ce monde. Comme jamais nous l'avons été depuis des semaines. Pour celles et ceux qui nous regardent, Eva n'est pas sortie de ce château depuis un moment. Nous en reparlerons. Ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps. Mais à cause d'une couronne qu'elle porte sur sa tête, de cette relique qu'elle porte sur sa tête, Eva, la reine des ombres, ne peut pas sortir de ce château sans être menacée directement d'être pourchassée, tuée, enlevée. Car des contes vampires aux sombres esprits, des humains aux daman, tous convoitent l'artefact qu'elle porte sur la tête. Reprenons. Passer par les plaines sera extrêmement dangereux, mais vous n'aurez pas d'autre choix. Elle pose sa main sur l'épaule de Noltar. Ça fait des semaines qu'on en parle, de toute façon. Ça fait des semaines que vous vous préparez, de toute façon. Je sais bien que rien, ni mes mots, ni mes pleurs ne changeront quoi que ce soit à cela. Que faites-vous ? Moi, je lui prends sa main, puis je l'embrasse. Ouais, c'est noté. Au point où nous en sommes, de toute façon, il est temps de terminer tout cela. Ah, t'es Ouais, vite, une fois que j'ai c'est fini bon, de c'est me bon. moucher, une fois que j'ai fini de me moucher, c'est bon, je peux prendre la parole. Désolé. Et donc, il semblerait que nous n'ayons pas un moment de répit. Mais bon, je commence à y être habitué. Vous êtes tous prêts? Aussi près que toujours. Juste comme ça, Gwen, on est Ouais. à quel moment de la journée, là? En regardant le ciel, il est impossible de le savoir en Transylvanie, mais à l'intérieur du château, vous le savez, on est environ,
23h, minuit. Rien ne vous oblige de partir maintenant. Vous pouvez très bien partir au petit matin. Bah, c'est ça, Oui, d'autant oui, que partir s'il y au a un matin, s'il y a un Alstrom qui se prépare, C'est ça. c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. Et C'était puis ça, dans hein, tous les cas, la là, pleine lune, hein, C'est faut ça. mieux voyager le jour, hein, même quand c'est. Oui, puis ce serait un peu gentil de laisser Tiberias le temps de se reposer un peu. Oui. Ouais, au Puis moins, il au vient moins- juste de au moins rentrer. je puisse dormir une nuit, quoi. Nassim D'ailleurs, aussi. D'ailleurs, on entend un bruit de un fracas, un bruit métallique résonner dans les couloirs du château des Alpstein. C'est une armure animée par la magie de Noltar. Une armure qui ne contient ni esprit, ni essence, ni même un corps à l'intérieur. Simplement une armure lourde qui se déplace, chandelier à la main. Et dans l'autre, un immense bol de ragoût, promis par notre ami Victor Graunhagen. L'armure s'appelle Bastion. Elle a été animée par Noltar il y a quelques mois pour garder, surveiller et protéger le château, et plus particulièrement Eva, sa femme. Il dépose le chandelier sur la table et te donne le bol, Tiberias, sans prononcer aucun mot parce que il n'en est incapable. Et il ne sait pas parler. Mais je le remercie quand même. Au Bon. moins d'un signe de tête. Bah, il fait pareil, ça fait grincer son armure. On n'est pas des bêtes. Je suis ravi de retrouver ce ragoût de lapin là. J'avais les crocs. Et vous mangez pas? Je regarde les autres, je prends le bol, je regarde les autres. Vous mangez pas? Eva sourit et montre sur la table plusieurs bols vides et plusieurs verres aussi vides. Enfin, Ah, bon. rien n'empêche tes amis de manger un morceau, si vous le souhaitez. Et elle met sa main sur ton dos, Noltar. Je vais me coucher. Nous reparlerons de tout ça en haut. Et elle s'en va, Très bien. en faisant voler sa traîne, sa robe. Que faites-vous, les garçons? Bah moi Donc, c'est je, 3 je- jours. 3 jours de je- voyage, c'est ça? 3 jours de voyage, ouais. Je t'écoute, Noltar, excuse-moi. moi je resserre un verre de vin pour Ok. moi-même et pour Tiberias et pour Bien Anna sûr. si elle veut. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, moi, je savoure mon ragoût devant la cheminée, Très assis bien. confortablement. Carrément. Et j'accepte ce verre de vin que je bois comme un doux nectar de miel réconfortant. C'est noté. Pendant que que Noltar sert les verres et que tu t'assois devant la cheminée avec ton ragoût, on entend l'intendant pester et taper avec un objet en bois ou un balai quelque part au château. Ous, va-t'en! Animal de malheur! Va-t'en! Et on aperçoit une petite créature se faufiler dans le petit salon et d'abord se cacher derrière des livres de la bibliothèque, complètement apeuré, pour enfin finir, en voyant la figure de Noltar, par venir se précipiter dans son veston. Et cette créature ressemble à un reptile, à un petit lézard. Oui, d'une taille la moitié d'un bras à peu près. Des yeux complètement globuleux, des petites cornes et des petites ailes. Et sa chair, ses écailles, sont toutes décomposées, arrachées. Comme un mort vivant. Comme un mort, plus qu'un vivant. Cette petite créature s'appelle Malheur. Elle est pourtant malicieuse, et pour une créature qui fut un jour morte et réanimée, elle est pleine de vie. En tout cas, elle vient de se précipiter dans ton veston, et tu aperçois qu'elle a volé une petite saucisse qu'elle a dans sa bouche. Et c'est sans doute pour ça que l'intendant, qui est bien chargé des affaires de la cuisine et surtout de faire attention aux provisions par les temps qui courent, s'était un peu énervé sur la pauvre créature. Que fais-tu, Noltar? Bah je caresse un peu Malheur Ouais. et puis je me lève pour aller à la rencontre de l'intendant. Ok, ça marche. Je suis désolé, maître. Je sais que vous n'aimez pas quand je chasse, Malheur. Mais cette créature n'est que voleuse. Elle ne fait que ça à longueur de journée. Comment voulez-vous que je parvienne à maintenir un ordre et contenir nos provisions? Si cette créature, qui empeste par la même, se faufile dans les sacs de pommes de terre ou de saucisses pour tout nous voler.
Calme-toi, mon brave. Son appétit n'est pas sans fin. Je m'occuperai de le discipliner. Vous êtes... Ne parlez pas de malheur comme ça. Il regarde Tiberias comme ça. Et il tend ses doigts fins, cadavériques, pour toucher, caresser tes joues, Noltar. Vous êtes aussi doux, prévenant et bienveillant que votre père, Noltar. C'est un honneur de vous servir, malgré les désavantages de devoir composer avec ces reptiles en tout genre. Quand il fait ça, il y a Oh, de Malheur vous- qui est justement en train de peut-être de craqueler sa gorge, faire gonfler sa gorge pour émettre un son qui est absolument pas effrayant, mais bon. Kevin, tu voulais dire quoi? Excuse-moi. Moi, je le regarde en souriant, je fais oh, vous vous en tirez bien finalement. Si Mag était aussi chapardeur, on serait déjà à court de nourriture depuis des mois. Et tu vois que quand t'as dit ça, il y a la grosse tête du loup qui s'est levée, tu sais, et qui t'a regardé, genre, peut-être qu'il n'avait jamais réfléchi à cette hypothèse, mais c'est vrai qu'avec sa carrure, Vous avez des idées? des bonnes idées. En effet. Tiens d'ailleurs, Non, il aime chasser. beaucoup moins sympathique. Une ombre est passée dans le couloir opposé, que seul Mag tout d'abord et Anna ont reconnu. Je dis reconnu plus que vu. Une ombre fine, svelte. Oserais-je dire cadavérique. Comme un fantôme sous un drap noir qui est passé en coupe-vent dans le couloir, semblant jeter un coup d'œil. Et son iris, reflétant la lumière de la cheminée, a semblé observer Anna. Et serait-ce par timidité, par peur, par inquiétude, a fini par s'évanouir dans le couloir. Que faites-vous? Il n'y a pas d'ordre. Moi, sans un mot, tu sais, j'ai comme une certaine inquiétude et Ouais. je pars dans le couloir rejoindre cette ombre. Quand tu pars dans le couloir, Mag lève la tête, mais puisqu'il a très bien senti de qui il s'agissait, il ne semble pas inquiet, mais pose son immense tête sur la jambe de Tiberias, tend ses beaux yeux nuits vers les tiens, en espérant, pourquoi pas, un petit bout de lapin. Tiberias. Kevin, Anna, tu te retrouves dans le couloir opposé. Il n'y a que quelques chandelles dans ce couloir qui éblouissent la nuit. Et une ombre, en effet, drapée d'une immense robe de velours noir, Aïe. qui est cachée dans le couloir. Frêle, car cette silhouette est rachitique. Pâle comme les neiges, pâle et verdâtre à la fois comme un malade, comme les malades d'autrefois. Ses cheveux sont aussi noirs que la nuit, aux reflets bleus comme les corbeaux. Ses yeux sont injectés de sang et un peu vitreux comme ceux qui attrapent les maladies noires. Ses lèvres gercées et ses mains rachitiques tremblent et sont couverts de blessures. Il est un peu voûté et marmonne. Je voulais pas te déranger. Je voulais pas te déranger. Je ne savais pas que Tiberias était revenu. Je, à partir de maintenant, considère que je parle à voix basse, parce que voilà, C'est noté. j'aurais que ça reste privé. Moi, tu sais, j'arrive, je le prends dans mes bras, tu sais, chaleureusement, quoi. Je fais, tu sais, tout le monde est avec toi ici. Ag, t'as pas à te cacher comme ça. Quand tu l'as pris dans tes bras, ça t'a fait tout drôle. Parce que tu vas nous expliquer dans quelques secondes, mais tu le connais depuis toujours, évidemment. C'était quelqu'un de, même physiquement, assez puissant. Et là, t'as l'impression de prendre comme un pantin, un peu désarticulé. Tu sens tous ses omoplates, ses côtes, et puis il se laisse faire. Il est froid, il ose pas te repousser parce qu'il a envie de se câlin, de se gâter, et en même temps, il a tellement peur de la chair, de la souffrance. Il s'abandonne enfin dans tes bras. Tu as raison, mais je ne veux pas que... Je veux pas que... Anna, en quelques secondes, est-ce que tu peux nous expliquer qui est cette personne, comment elle s'appelle et qu'est-ce qu'elle représente à tes yeux? Oui, il s'agit de Ag Wallon. Ag pour les intimes,
Et c'est le frère jumeau d'Anna qui a passé un long moment dans l'Umbra. Regardez la saison 2 pour comprendre. Et voilà, bon bah forcément c'est déjà un miracle qu'ils soient encore vivants, mais on sort pas de l'Umbra intact. Comme le disaient les pages du grimoire que Noltar nous a lu, on ne revient jamais du royaume des ténèbres sans une contrepartie. Pendant ce temps-là, dans le couloir, Noltar et son intendant ont marqué un temps. Ils savent tout ce qui se passe grâce à un pouvoir qui s'appelle Aurora. Ils sont évidemment au courant de la présence de Agualon, qu'ils ont accueilli chaleureusement dans le château, mais comme ils savent qu'il discute avec sa sœur, vous avez marqué tous les deux une seconde et sans avoir rien dit, vous avez compris tous les deux de quoi il s'agissait. Et puis, le calme revient. Je sais que je ne peux rien y faire, Noltar. Tout comme je ne pouvais pas empêcher ton père d'aller chasser. Et ton grand-père de partir au cerveau sanglier. Que toutes les roses du monde, même celles du ciel, ne suffiront pas à te garder. Il prend tes mains. Je sais aussi que Eva et toi êtes investis d'une mission qui me dépasse, même moi le poète. Qui dépasse peut-être même tous les êtres vivants, en commencer par les humains qui vous ont jugés comme des monstres pendant des décennies. Je sais que cette mission dépasse peut-être même l'entendement des dieux, mais je ne pouvais pas partir me coucher, Noltar, sans ouvrir mon cœur, non pas pour un sacrifice, si ce n'est celui de l'amour ultime. Je ne pouvais pas partir me coucher sans te dire, Noltar, que je suis inquiet, que je ne manquerai pas de marquer mes nuits d'une blancheur absolument parfaite lorsque tu quitteras le château, mais que bien sûr, de tout mon cœur et mon âme, je veillerai à ce qu'Eva soit en sécurité. Que fais-tu ? Je réplique en lui prenant les bras. Merci mon cher. Tu es le cœur de cette demeure, je crois. Quant à ces inquiétudes, j'aimerais pouvoir les alléger, mais je regarde par la fenêtre, par les temps qui courent. Les mots rassurants n'ont que peu d'effet. J'en ai peur. Continue d'être toi-même et de veiller sur les autres. Il semble... Et là, je sais pas. Il semble que ses yeux se remplissent des salines comme ceux de l'océan. Et il sort de son veston les restes d'une petite rose rouge, les dernières du jardin, car toutes, se sont mises à devenir noires comme la nuit. Et il te l'attend sans un mot. Et notre regard bascule, traverse le couloir et rejoint le grand salon où Tibérias, avec son ragoût, est aux côtés de Mag, le loup géant, pour l'instant seul dans ce salon, dans le calme et le repos après tous ces tumultes. Et nous observons quelque chose. Il y a quelque chose que nous n'avions pas vu. Un petit détail. Peut-être pour vous un rien du tout. Surtout pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui pour l'instant ne connaissent pas encore l'infinité et la complexité de cet homme. Il y a un anneau, une bague, ni trop belle, ni trop moche, au doigt de Tibérias. Une bague qu'il a fabriquée, forgée lui-même. Il porte sur cette bague une lettre. Pour nous, il pourrait s'agir d'un V, mais pour lui c'est autre chose. C'est la partie d'une rune que l'on appelle Gebo, et qui s'unit par un V et un V à son opposé. Tout comme une croix. Et Mag, qui est d'une sensibilité certaine, a vite abandonné cette histoire de lapin et de ragoût. Ou est-il assez intelligent pour nous appâter autrement? Et a posé sa tête sur la bague. Il te regarde,
C'est étonnant ce qu'il y a dans les yeux de cet animal, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs. Tu le sais, Tiberias, tu es très proche des animaux et de la nature en général. Il y a une tendresse dans son regard quand il a senti le pouvoir de cet anneau, qui t'a touché au plus profond. Et un sentiment qui vient de te bouffer la poitrine. Le manque. Pour celles et ceux qui nous regardent, comment pourrais-je mieux, et nous écoutent, comment pourrais-je mieux vous raconter cette sensation de manque dans la poitrine que c'est comme lorsque vous avez rencontré la personne que vous êtes sûr d'aimer pour le restant de vos jours et que vous devez quitter. Comme l'amour de vacances que vous avez rencontré et à qui vous dites adieu parce que vous savez que vous ne la reverrez jamais. Comme l'enfant que l'on laisse le matin à celle ou celui qui s'en occupera pour la journée. Comme à ceux et celles qu'on aime et à qui on dit adieu ou à tout jamais. Tiberias, c'est au cœur de ta poitrine que frappe le manque d'une personne que tu aimes plus que le mot amour peut décrire. Et les yeux de ce loup t'a ramené à ce sentiment. Que fais-tu ? Ouais, je vais être un peu sous le choc un moment. Je vais un petit peu secouer la tête pour me réveiller. Et après me recentrer un petit peu sur des choses plus frivoles. Et je vais sortir de ma besace un morceau de viande séchée que j'avais gardé précieusement pour Mag. Ok. Ah, Et, tu vois le loup qui du coup... et je lui tends... et il tu va mérites bien mieux que du lapin, t'inquiète pas. Il le prend et le happe avec sa langue, mais avec une délicatesse incroyable, sa langue toute chaude là. Et comme pour te remercier, vient poser sa lourde tête non plus sur ton genou, mais sur la poitrine où tu avais senti ce sentiment super fort. Et notre regard laisse un temps Tiberias, Noltar et Anna à leur solitude. Nous traversons la fenêtre pour rejoindre l'obscurité de la nuit, la pluie battante et l'orage. Et pour finir par nous noyer dans la noirceur infinie de ces nuages au sommet du monde, caressant le royaume des dieux, jusqu'à ne plus apercevoir les pointes du château. Écran noir.